Paul et Virginie, d'après Bernardin de Saint-Pierre, lecture Clé en français facile, copyright Clé internationale 2020. À l'ouest de la montagne qui s'élève derrière Port-Louis, on peut voir deux petites cabanes en ruine. Je me promène souvent dans cet endroit où tout est paisible, l'air, les eaux et la lumière. Un jour où j'étais assis devant ces cabanes, un homme âgé s'est approché de moi. Il marchait les pieds nus et s'appuyait sur un bâton. Ses cheveux étaient tout blancs et son visage était plein de douceur. Je l'ai salué avec respect et lui ai demandé « Pouvez-vous me dire à qui ont appartenu ces deux cabanes ?» « 2 familles ont habité ici, il y a environ 20 ans. Elles étaient pauvres, mais elles ont vécu heureuses pendant de nombreuses années. Je vais vous raconter leur histoire. En 1726, un jeune homme de Normandie, appelé Monsieur de la Tour, est venu s'installer sur cette île pour chercher fortune. Il était accompagné de sa jeune femme qu'il aimait beaucoup et qu'il avait épousée en secret parce que les parents de la jeune fille n'approuvaient pas ce mariage. Malheureusement, peu après leur arrivée, ce jeune homme est mort et sa femme est restée seule et enceinte. Elle ne possédait qu'une esclave noire et vivait dans un pays où elle ne connaissait personne. Comme c'était une femme courageuse, elle a décidé de cultiver avec son esclave un petit morceau de terre et elle a choisi de s'installer dans cet endroit sauvage et désert. Dans ce même endroit, et depuis 1 an, vivait une jeune femme qui s'appelait Marguerite. Elle était née en Bretagne, dans une famille de paysans. Un gentilhomme qui avait promis de l'épouser l'avait laissée enceinte avant de l'abandonner. La pauvre femme avait quitté pour toujours le village où elle était née pour aller cacher sa faute loin de chez elle, dans une colonie française. Un vieil esclave noir qu'elle avait acheté avec le peu d'argent qu'elle possédait, cultivait avec elle quelques terres. Lorsqu'elle est arrivée sur cette terre, suivie de son esclave, Madame de la Tour a trouvé Marguerite qui allaitait son enfant, le petit Paul. Madame de la Tour a été très contente de rencontrer une jeune femme qui se trouvait dans une situation semblable à la sienne, et elle lui a raconté sa triste histoire. Marguerite, très émue, lui a avoué qu'elle avait eu un enfant sans être mariée et qu'elle était venue vivre dans cette île pour cacher sa faute. « J'ai mérité ce qui m'arrive, madame, car j'ai commis une grande faute. Mais vous ne méritez pas d'être malheureuse. » Et Marguerite lui a offert en pleurant de vivre avec elle dans sa cabane. Madame de la Tour a été très émue et a serré Marguerite entre ses bras en lui disant « Je trouve en vous, qui ne me connaissez pas, plus de bonté que dans ma famille, et je vous remercie de votre accueil. » Les 2 femmes sont devenues très amies et ont décidé de vivre ensemble. Je les ai aidées à partager les terres et à construire 2 cases, une pour chacune. Puis Madame de la Tour a accouché d'une fille. Elle a demandé à son amie de choisir le prénom du bébé et celle-ci l'a appelée Virginie. « Votre fille sera vertueuse et elle sera heureuse, a-t-elle dit à son amie lorsque l'enfant est né. Moi, j'ai été malheureuse parce que je n'ai pas été vertueuse. J'étais le parrain du petit Paul et Madame de la Tour m'a demandé d'être celui de la petite Virginie. L'esclave de Marguerite s'appelait Domingue. C'était un noir du Sénégal, très fort, qui cultivait les terres de Marguerite et de Madame de la Tour avec intelligence et sans faire de différence entre les 2 femmes. Il semait du maïs dans les terres médiocres, un peu de froment dans celles qui étaient bonnes, du riz dans les marécages, dans les lieux secs des patates, des cotonniers sur les hauteurs, des cannes à sucre dans les terres fortes, du café sur les collines, des bananiers le long de la rivière et enfin un peu de tabac. Il travaillait avec zèle et servait sa maîtresse avec affection. Après la naissance de Virginie, il avait épousé l'esclave de Madame de la Tour, Marie, et il aimait passionnément sa femme.
Cette esclave, qui était née à Madagascar, faisait des paniers et des tissus avec des herbes qui poussaient dans les bois. Elle était très adroite. Elle élevait aussi quelques poules, et de temps en temps, elle allait les vendre à Port-Louis. Quant aux deux amies, elles travaillaient elles aussi, du matin au soir. Elles étaient habillées très simplement et ne portaient de chaussures que pour aller le dimanche matin à la messe à l'église des Pamplemousses. Elles allaient rarement à la ville. Elles avaient peur d'être méprisées parce qu'elles étaient habillées avec une robe en grosse toile bleue, comme les esclaves. Unies par un passé semblable et par le même présent, elles s'appelaient l'une l'autre « mon amie » ou « ma sœur ». Elles élevaient ensemble leurs deux enfants. Elles les aimaient de la même façon, sans faire de différence entre eux, et s'occupaient aussi bien de l'un que de l'autre. « Mon ami, disait Madame de la Tour, chacune de nous aura deux enfants, et chacun de nos enfants aura deux mères. » Elle prenait plaisir à les mettre ensemble dans le même bain, à les coucher dans le même lit. Et elle parlait même de leur futur mariage. Les deux enfants grandissaient ensemble et s'aimaient beaucoup. Si Paul pleurait et se plaignait de quelque chose, Marguerite appelait Virginie. En la voyant, il souriait et devenait plus calme. Si Virginie souffrait, on le savait aussitôt en entendant les cris de Paul. Mais bien vite, Virginie dissimulait son mal car la peine de Paul lui faisait encore plus mal. Ils étaient toujours ensemble et même la nuit ne pouvait pas les séparer. On les trouvait souvent couchés dans le même lit, joue contre joue, endormis dans les bras l'un de l'autre. Virginie aidait Marguerite et Madame de la Tour à faire le ménage des deux cabanes et à préparer les repas. Dès le lever du soleil, elle se levait, allait chercher de l'eau dans une source voisine et rentrait à la maison pour préparer le déjeuner. Tout de suite après, Marguerite et son fils allaient chez Madame de la Tour et ils prenaient tous ensemble le premier repas de la journée. Paul aidait Domingue à cultiver des fruits et des légumes et il rapportait toujours une belle fleur ou un beau fruit à Virginie. Ces deux enfants ne pensaient qu'à se faire plaisir l'un à l'autre, qu'à s'aider. Ils ne savaient ni lire ni écrire, et seul l'endroit où ils vivaient les intéressait. Ils ne savaient pas qu'il ne faut pas voler, car pour eux, tout était commun, et ce qui appartenait à l'un appartenait aussi à l'autre. Ils n'étaient pas menteurs, car ils n'avaient rien à cacher. Ils étaient tous les deux très beaux et grandissaient sans problème. Virginie avait 12 ans, de longs cheveux blonds et de grands yeux bleus. Elle souriait tout le temps. Paul était plus grand que Virginie et il avait de grands yeux noirs. Madame de la Tour se sentait inquiète en voyant grandir sa fille et elle se disait quelquefois « Si je meurs, que va devenir Virginie sans fortune, sans famille ?» Madame de la Tour avait une tante en France, une vieille femme riche et célibataire qui avait refusé de l'aider lorsqu'elle avait épousé Monsieur de la Tour. Elle s'était bien promis de ne jamais plus lui demander son aide, mais maintenant qu'elle était mère, elle n'avait plus honte de s'adresser à elle. Elle avait donc écrit à sa tante pour lui apprendre la mort de son mari, la naissance de sa fille et la situation dans laquelle elle se trouvait, loin de son pays, sans argent, sans rien. Elle n'avait jamais reçu de réponse, mais elle continuait de lui écrire pour lui parler de Virginie. « Nous n'avons pas besoin de famille, » lui disait Marguerite lorsque Madame de la Tour écrivait à sa tante. « Dieu ne nous a pas abandonnés. Est-ce que nous ne sommes pas heureuses, maintenant ? Regardez, le bonheur est autour de nous. » Un dimanche matin, alors que Marguerite et Madame de la Tour étaient à la messe, à l'église des Pamplemousses, une noire marronne s'est présentée sous les bananiers qui entouraient les cabanes. Elle était très maigre et n'avait pour tout vêtement qu'un morceau de chiffon qui ne couvrait pas tout son corps. Elle s'est jetée aux pieds de Virginie, qui préparait le déjeuner de la famille, et lui a dit « Ma jeune demoiselle, ayez pitié d'une pauvre esclave fugitive. Il y a un mois que je me suis enfuie et que je cours dans ces montagnes à demi morte de faim. Les chasseurs et leurs chiens me poursuivent jour et nuit. Je fuis mon maître,
un riche habitant de la rivière Noire. Regardez comme il m'a traité. Il m'a donné tellement de coups de fouet que mon corps est couvert de cicatrices. Je voulais me noyer dans la rivière, mais on m'a parlé de votre bon cœur, et je viens vous demander de m'aider. » Virginie, tout émue, lui a donné à manger et l'a consolée. « Pauvre femme, je vais aller demander grâce à votre maître. Voulez-vous me conduire chez lui ?» Virginie a appelé son frère et il les a accompagnés. L'esclave les a conduits à travers des bois et des montagnes. Vers le milieu du jour, ils sont arrivés sur les bords de la rivière Noire. Ils ont aperçu une grande et belle maison, des plantations immenses et un grand nombre d'esclaves qui travaillaient. Leur maître se promenait au milieu d'eux, une pipe à la bouche et un rotin à la main. C'était un homme grand et maigre, aux sourcils noirs. Virginie, tenant Paul par le bras, s'est approchée de lui en tremblant. « Je viens vous demander, pour l'amour de Dieu, de pardonner à votre esclave qui est derrière nous. » L'homme, troublé par la beauté de Virginie et par sa douce voix, a enlevé sa pipe de sa bouche, lancé quelques jurons et dit qu'il pardonnait à son esclave, non pas pour l'amour de Dieu, mais pour l'amour de Virginie. Effrayée, Virginie a fait signe à l'esclave de s'avancer vers son maître, puis elle s'est enfuie aussitôt, suivie de Paul. Ils ont marché pendant plusieurs heures, sans s'arrêter et presque sans parler. Virginie était fatiguée, et depuis le matin, il n'avait rien mangé. « Ma sœur, il est plus de midi. Tu as faim et soif, » lui a dit Paul lorsqu'ils ont été loin de la plantation. « Buvons un peu d'eau à cette source. Nous trouverons sûrement près d'elle quelques herbes que nous pourrons manger. » Paul a allumé un feu et ils se sont reposés un peu. Puis ils se sont remis en route. Mais ils ne connaissaient pas cette région et n'ont pas pris les bons chemins. « Mon frère, la nuit tombe. Je suis très fatigué et je ne peux plus marcher. Toi, tu as encore des forces. Laisse-moi ici et retourne à notre case pour tranquilliser nos mères. »« Oh non, je ne te quitterai pas. Assieds-toi sous cet arbre. Moi, pendant ce temps, je chercherai le chemin qui nous conduira auprès de nos mères. » Mais il n'a pas trouvé le bon chemin. Pensant qu'un chasseur pouvait l'entendre, Paul a crié de toutes ses forces « Venez, venez au secours de Virginie !» Mais personne n'a répondu à ses cris. « Virginie, il est tard, et nous sommes trop fatigués pour continuer à marcher. Nous allons passer la nuit ici. Je vais te préparer un lit de feuilles et essayer de faire du feu. » Paul était triste, et il s'est mis à pleurer. « Oh, ne pleure pas, mon frère. C'est à cause de moi que tu es triste et que nos mères sont inquiètes. J'ai voulu partir rapidement, sans attendre leur retour, sans rien leur dire, et ce n'est pas bien. » Et Virginie s'est mise, elle aussi, à pleurer. « Prions Dieu, mon frère. Il nous entendra et viendra nous aider. » « Écoute, Virginie, j'entends un chien aboyer. C'est sûrement le chien d'un chasseur. »« Il me semble que c'est Fidèle, notre chien. Oui, c'est lui. Je reconnais sa voix. » Quelques minutes plus tard, Fidèle était à leurs pieds. Il aboyait et gémissait à la fois. Domingue l'accompagnait et pleurait de joie. « Oh, mes jeunes maîtres, vos mères ont été bien inquiètes lorsqu'elles sont revenues de la messe et qu'elles ne vous ont pas vu. J'ai pris vos vieux habits. Je les ai fait flairer à Fidèle, et il a suivi le même chemin que vous. Il m'a conduit d'abord jusqu'à la rivière Noire. Là, j'ai appris par le maître que vous lui aviez ramené une esclave marronne et qu'il vous avait accordé sa grâce. Mais quelle grâce! Il m'a montré l'esclave, attaché à un billot de bois, avec une chaîne au pied et un collier de fer au cou. Puis Fidèle m'a conduit jusqu'ici. »« Oh, qu'il est difficile d'aider quelqu'un !» a soupiré Virginie. « Je voulais aider cette pauvre esclave et maintenant, à cause de moi, elle est encore plus malheureuse. »« Mangez, mes enfants, » leur a dit Domingue. «
Voici des gâteaux, des fruits et des boissons que vos mères ont préparés pour vous. Prenez des forces, car il faudra marcher pendant plusieurs heures. » Mais Paul et Virginie ne pouvaient plus marcher. Leurs pieds étaient enflés et tout rouges. Domingue ne savait pas s'il devait laisser les enfants seuls avec Fidèle pendant qu'il allait chercher de l'aide, ou s'il devait passer la nuit avec eux et attendre l'arrivée de quelqu'un. « Où est le temps où je pouvais vous porter tous les deux à la fois, mes enfants? Maintenant vous êtes grands, et je suis vieux. » À ce moment, un groupe de noirs marrons s'est approché d'eux. « Bon petit blanc, » a dit leur chef, « n'ayez pas peur. Nous vous avons vu passer ce matin avec une esclave de la rivière Noire. Vous alliez demander sa grâce à son mauvais maître. Pour vous remercier de cela, nous vous porterons sur nos épaules jusque chez vous. »« Tu vois, Paul, » a dit Virginie, « Dieu récompense toujours les bonnes actions. » Au milieu de la nuit, le petit groupe est arrivé près des deux cases. Madame de la Tour, Marguerite et la vieille Marie sont sortis avec des torches. « Est-ce vous, mes enfants ?»« Oui, c'est nous, » a répondu Virginie. « Nous sommes allés à la rivière Noire demander la grâce d'une pauvre esclave marronne et nous nous sommes perdus en revenant. » Les deux mères ont serré Paul et Virginie sur leur cœur. Puis, elles ont donné à manger aux noirs marrons et les ont remerciés d'avoir ramené leurs enfants. Paul, à 12 ans, était plus fort et plus intelligent que la majorité des Européens à 15. Il travaillait avec autant de zèle que Domingue, et les arbres qu'il avait plantés devant les cabanes donnaient de beaux fruits. Chaque jour qui passait était pour ces deux familles un jour de bonheur et de paix. Leur conversation était douce et innocente. Paul parlait souvent des travaux du jour et de ceux du lendemain, de ce qu'il plantait avec Domingue. De temps en temps, Madame de la Tour lisait à haute voix une histoire touchante de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Pendant la saison des pluies, ils passaient leur journée ensemble dans la case, maître et esclave occupés à faire des paniers et des tapis d'herbes sèches. Et quand il faisait beau, ils allaient tous les dimanches à la messe. Puis, à la sortie de la messe, ils rendaient visite aux malades. Virginie revenait souvent de ses visites les yeux pleins de larmes, mais le cœur rempli de joie. Il y avait dans l'année des jours qui étaient pour Paul et Virginie des jours de plus grande réjouissance. C'étaient les fêtes de leur mère. La veille, Virginie préparait des gâteaux que Paul portait lui-même à des familles pauvres. Et le jour de la fête, ils dansaient tous ensemble et riaient. Paul et Virginie grandissaient. Quand on demandait à Virginie son âge et celui de Paul, elle répondait « Mon frère a le même âge que le grand cocotier de la fontaine, et moi celui du plus petit. » Leur vie semblait attachée à celle de la nature. Quelquefois, lorsque Paul était seul avec Virginie, il lui disait « Lorsque je suis fatigué, ta vue me délasse. Lorsque je suis dans la montagne et que je t'aperçois dans la campagne, j'ai l'impression que tu es une fleur. Et si soudain je ne te vois plus, quelque chose de toi reste dans l'air où tu es passé, sur l'herbe où tu t'es assise, et je sais où tu es. Le bleu du ciel est moins beau que le bleu de tes yeux, le chant des oiseaux moins doux que le son de ta voix. Si je te touche seulement du bout du doigt, tout mon corps frémit de plaisir. Tiens, ma bien-aimée, prends cette branche fleurie de citronnier que j'ai cueillie pour toi dans la forêt. Tu la mettras près de ton lit. » Virginie lui répondait « Oh, mon frère, les rayons du soleil au matin me donnent moins de joie que ta présence. J'aime bien ma mère, j'aime bien la tienne. Mais quand elle t'appelle mon fils, je les aime encore davantage. Les caresses qu'elles te font sont plus douces pour moi que celles que je reçois. Tout ce qui a été ensemble s'aime, Paul. Regarde les oiseaux. Élevés dans le même nid, ils sont toujours ensemble et s'aiment comme nous. Écoute comme ils s'appellent et se répondent d'un arbre à l'autre. Nous sommes comme eux. Lorsque tu pars dans la montagne pour me chercher des fleurs et que je t'entends jouer de la flûte, je te réponds en chantant. Oh, mon frère, j'aime beaucoup ma mère, j'aime beaucoup la tienne, mais je t'aime encore davantage.
Cependant, depuis quelque temps, Virginie se sentait bouleversée. Ses beaux yeux bleus devenaient quelquefois obscurs, et elle ne souriait plus comme avant. On la voyait tout à coup gaie, sans joie, puis triste, sans chagrin. Elle ne recherchait plus comme avant la compagnie de sa mère et de Marguerite. Elle devenait solitaire, cherchait partout le repos, et ne le trouvait nulle part. Quelquefois, en voyant Paul, elle courait vers lui, puis tout à coup, elle devenait toute rouge et s'arrêtait. Paul lui disait « La nature est belle, les oiseaux chantent quand ils te voient, tout est gai autour de toi, toi seul es triste. Laisse-moi te consoler et t'embrasser. » Mais les caresses de son frère la bouleversaient. La nuit, elle se levait, s'asseyait, puis se recouchait. Elle ne trouvait pas le sommeil ni le repos. Elle pensait à Paul et soupirait. Plusieurs fois, elle avait voulu raconter ses peines à sa mère, parler de son amour pour Paul et de son trouble, mais elle ne pouvait pas parler. Madame de la Tour comprenait bien le mal dont souffrait sa fille, mais elle n'osait pas lui en parler. C'était la fin de décembre. De longs tourbillons de poussière s'élevaient sur les chemins. L'herbe était brûlée par le soleil et les ruisseaux étaient desséchés. L'air était étouffant et la nuit n'apportait aucun vent frais. Puis un jour, des pluies épouvantables sont tombées du ciel, détruisant tout sur leur passage. Les beaux arbres que Paul avait plantés devant les cabanes, les nids des oiseaux, une petite fontaine qu'il avait construite pour Virginie. Puis, le beau temps est revenu. Virginie a voulu sortir pour voir le beau jardin que Paul cultivait avec amour. « Oh, Paul, mon cher Paul, j'ai beaucoup de chagrin. Tu avais de beaux oiseaux, l'ouragan les a tués. Tu avais planté ce jardin avec amour. Il est détruit. Tout meurt sur la terre. Seul le ciel ne change pas. » J'aimerais te donner quelque chose pour te faire oublier ta peine, Virginie, mais je ne possède rien. Tu as le portrait de Saint Paul, lui a répondu Virginie en rougissant. Ce portrait, Marguerite l'avait longtemps porté suspendu à son cou. Devenue mère, elle l'avait mis à celui de son enfant. « Tiens, ma sœur, je te le donne. »« Mon frère, je le porterai tant que je vivrai, et je n'oublierai jamais que tu m'as donné la seule chose que tu possèdes au monde. » Paul a voulu embrasser Virginie, mais elle s'est enfuie, légère comme un oiseau. « Pourquoi ne marions-nous pas nos enfants ?» disait souvent Marguerite à Madame de la Tour. « Ils s'aiment beaucoup, même si mon fils ne le sait pas encore. »« Ils sont trop jeunes et trop pauvres, » lui répondait Madame de la Tour. « Ton esclave est vieux, sa femme aussi. Moi-même, cher ami, je ne suis plus très jeune. Que deviendraient Paul et Virginie sans esclaves pour les aider à cultiver les terres ? J'ai beaucoup pensé à tout cela ces dernières semaines. Nous devrions envoyer Paul en Inde pendant quelques mois. Il emportera du coton et du bois. Cela se vend bien en Inde. Avec cet argent, il pourra acheter quelques esclaves et, à son retour, nous le marierons avec Virginie, car je crois que personne ne pourra rendre ma fille plus heureuse que ton fils. Un jour, Madame de la Tour a reçu une lettre de sa tante. La vieille dame venait d'être très malade et, ayant peur de mourir seule, elle demandait à sa nièce de lui envoyer Virginie. « Je lui donnerai une bonne éducation, un mari riche et tous mes biens, » disait-elle dans sa lettre. Madame de la Tour a lu la lettre à haute voix. Domingue et Marie se sont mis à pleurer. Paul et Virginie sont restés immobiles et n'ont rien dit. Le lendemain, au lever du soleil, comme ils venaient de faire tous ensemble la prière du matin avant le déjeuner, le gouverneur de l'île est arrivé. Il était à cheval et 2 esclaves le suivaient. Il est entré dans la case. Les 2 familles étaient à table et Virginie venait de servir, comme c'était l'habitude dans l'île, du café et du riz cuit à l'eau.
Elle avait ajouté des patates chaudes et des bananes fraîches. Le gouverneur apparut étonné de la pauvreté de la pièce et de la simplicité du déjeuner. Puis, il s'est adressé tout de suite à Madame de Latour. « Vous avez, madame, une tante très riche qui vit à Paris et qui veut donner toute sa fortune à votre fille, qui est si jeune et si belle. Votre fille doit partir à Paris. Vous ne pouvez pas la priver d'une succession aussi importante. Voici de la part de votre tante un sac de piastres qui doit servir aux préparatifs du voyage de votre fille. Elle m'a demandé d'utiliser tout mon pouvoir et toute mon autorité pour vous obliger à envoyer votre fille. Un bateau va bientôt partir pour la France, et votre tante a réservé une place pour elle. Je ne désire que le bonheur de ma fille, monsieur. Et elle décidera elle-même si elle veut partir ou non. » Madame de Latour était contente de trouver une occasion de séparer pour quelque temps Virginie et Paul. Elle a emmené sa fille dans le jardin et elle a essayé de lui expliquer pourquoi elle devait accepter de partir en France. Elle voyait bien qu'ils s'aimaient, mais elle les trouvait trop jeunes pour se marier. « Virginie, ma chère fille, écoute-moi. Domingue et Marie sont vieux. Paul est très jeune. Marguerite et moi ne sommes pas en très bonne santé. Si je meurs, que vas-tu devenir? Tu dois partir. Je veux seulement te rendre heureuse et te marier un jour avec Paul. Si tu es riche, il sera riche lui aussi. Pense à lui. » Virginie ne comprenait pas pourquoi sa mère voulait la séparer de ceux qu'elle aimait. « Nous n'avons pas besoin de richesse. Vous nous avez appris à travailler, et grâce au travail, nous avons tout ce que nous désirons. Je ne veux pas vous quitter et partir loin de vous. » Le soir, comme elle était seule avec Virginie, un homme vêtu d'une soutane bleue est entré dans la case. C'était le confesseur et le directeur de conscience de Madame de Latour. Il était envoyé par le gouverneur de l'île. « Jeune demoiselle, » a-t-il dit en entrant, « vous êtes riche maintenant. Vous devez partir. Pensez qu'avec cet argent, vous pourrez aider beaucoup de familles pauvres. Il faut vous dévouer pour elles et pour le bien de votre famille. C'est un grand sacrifice, mais c'est l'ordre de Dieu. »« Si c'est l'ordre de Dieu, » a répondu Virginie en tremblant, je partirai. Les jours suivants, Madame de Latour a commencé à préparer le voyage de sa fille. Elle lui a acheté quelques robes et quelques objets dont elle aurait besoin à Paris. La tristesse de Paul augmentait de jour en jour, et sa mère ne savait pas comment le consoler. « Je vais te raconter le secret de ta vie et de la mienne, » lui a-t-elle dit un jour. « La famille de Madame de Latour, et donc de Virginie, est noble et très riche. Toi, tu n'es que le fils d'une pauvre paysanne, et pire encore, tu es un bâtard. Lorsque j'étais encore une jeune fille, j'ai aimé un gentilhomme qui m'a ensuite abandonné. Et tu es né. J'ai eu tellement honte que j'ai quitté mon pays et mes parents. Par ma faute, tu n'as pas de père ni de famille. Oh, ma mère, puisque vous êtes ma seule famille, je vous aimerai encore davantage. Je comprends maintenant pourquoi mademoiselle de Latour s'éloigne de moi. » C'était l'heure du souper. Tout le monde était à table, mais personne ne mangeait et personne ne parlait. À la fin du repas, Virginie est sortie dans le jardin et s'est assise sous le grand cocotier. Paul l'a suivie et s'est assis à côté d'elle. Il faisait une nuit très douce et aucun des deux n'osait parler. Paul a été le premier à rompre le silence. « Mademoiselle, vous partez, me dit-on, dans 3 jours. Je dois obéir à ma famille. Vous nous quittez pour aller chez une vieille tante que vous n'avez jamais vue. »« Hélas, » a répondu Virginie. « Je voulais rester ici toute ma vie, mais ma mère n'a pas voulu et son directeur de conscience m'a dit que c'était la volonté de Dieu. »« Quoi ?» lui a répondu Paul.
Vous avez eu plusieurs raisons pour partir, et aucune pour rester. Vous m'aimez donc bien peu? Ou alors l'idée de devenir riche vous fait oublier que vous êtes heureuse ici? Vous trouverez bientôt en France quelqu'un que vous appellerez mon frère, quelqu'un qui ne sera pas un bâtard comme moi, et qui pourra vous offrir un nom et une fortune que je n'ai pas. Paul, tu es méchant. Tu sais bien que ce n'est pas vrai. Comment vivrez-vous sans les caresses de votre mère, Virginie? Que deviendra-t-elle lorsqu'elle ne vous verra plus chaque jour? Que deviendra la mienne qui vous aime autant qu'elle? Que leur dirai-je quand je les verrai pleurer? Et moi, que deviendrai-je quand le matin je ne vous verrai pas avec nous et que la nuit viendra sans nous réunir? Quand j'apercevrai ces deux cocotiers plantés à notre naissance et si longtemps témoins de notre amitié. C'est pour toi que je pars, Paul. Pour toi qui dois travailler si durement pour nous nourrir. Je veux devenir riche pour te rendre 1000 fois le bien que tu nous as fait. Paul, je t'aime beaucoup plus qu'un frère. À ce moment, Paul l'a prise dans ses bras et la serrant contre son cœur, il lui a dit « Je partirai avec toi, Virginie. » Madame de Latour et Marguerite, qui étaient sorties devant la cabane, ont entendu les derniers mots de Paul et ont couru vers eux. « Mon fils, » lui a dit Madame de Latour, « qu'allons-nous devenir si tu pars toi aussi ?» Paul s'est tourné vers elle et lui a dit d'une voix tremblante, « Comment pouvez-vous séparer le frère de sa sœur? Vous nous avez élevés tous les deux sur vos genoux. Vous nous avez appris à nous aimer, et maintenant vous éloignez Virginie de moi. Vous l'envoyez en Europe, dans ce pays qui a refusé de vous aider, dans une famille qui vous a abandonné. Pourquoi? Le lendemain matin, Marie, montée sur un rocher, regardait la mer. « Oui, Virginie ?» a crié Paul. La vieille esclave a tourné la tête vers son jeune maître et s'est mise à pleurer. Paul a couru vers le port et il a appris que Virginie était partie au lever du jour. Le bateau était déjà loin et on ne le voyait plus. Les jours suivants, Paul a été d'une grande tristesse. Il allait dans tous les endroits qu'aimait Virginie. Il disait à ses chèvres « Vous ne reverrez plus celle qui vous donnait à manger dans sa main. » Voyant Fidèle qui semblait chercher Virginie, lui aussi, il lui disait en pleurant « Tu ne la verras plus jamais, mon pauvre Fidèle. » Madame de Latour essayait de consoler Paul. Elle l'appelait « mon fils »,« mon cher fils »,« mon gendre ». Elle lui parlait du retour de Virginie, de leur futur mariage. Pour pouvoir correspondre avec Virginie, Paul a voulu apprendre à lire et à écrire. Puis il a voulu apprendre la géographie et l'histoire pour mieux connaître ce pays dans lequel vivait maintenant sa bien-aimée. Le temps a passé, plus d'1 an et demi, lorsqu'enfin une lettre de Virginie est arrivée accompagnée d'un paquet. « Très chère maman, je vous ai écrit plusieurs lettres, mais comme je n'ai pas reçu de réponse, je pense que vous ne les avez pas reçues. J'ai beaucoup pleuré depuis notre séparation. Lorsque je suis arrivé à Paris, ma grand-tante a été bien surprise en apprenant que je ne savais ni lire ni écrire. Elle m'a demandé ce que je faisais pendant toute la journée avec vous, et lorsque je lui ai dit que je m'occupais du ménage de la cabane, elle a été très étonnée et m'a dit que j'avais reçu l'éducation d'une servante. Elle m'a mise en pension dans une grande abbaye près de Paris. C'est une grande maison grise et triste. Mes différents professeurs m'ont appris à lire et à écrire et m'ont enseigné l'histoire, la géographie, la grammaire et la mathématique. Ma grand-tante m'a donné le titre de comtesse et m'a fait abandonner le nom de mon père, ce nom que j'aimais autant que vous l'aimez. Je ne porte plus le nom de Latour, mais celui de votre famille qui était votre nom de jeune fille. Ma grand-tante vient me rendre visite de temps en temps, ainsi qu'un de ses amis, un vieux gentilhomme qui m'aime beaucoup, me dit-elle. Mais
que je n'aime pas du tout. Je vous envoie plusieurs paires de bas pour vous et maman Marguerite, un bonnet pour Domingue et un de mes mouchoirs pour Marie. Je vous envoie aussi des graines de toutes sortes d'arbres que j'ai prises dans le parc de l'abbaye. J'ai ajouté des semences de violettes et de marguerites que j'ai ramassées dans les champs. Il y a dans les prés de ce pays de belles fleurs, plus belles que dans notre île, mais personne ne les cueille. Personne ici ne me parle de vous, et je ne peux parler à personne. Mademoiselle, souvenez-vous que vous êtes française. Vous devez oublier ce pays de sauvages où vous avez vécu avant de venir ici, me dit ma grand-tante lorsque je lui parle de notre île. Mais pour moi, c'est la France qui est un pays de sauvages, car je suis seule ici. Caressez notre chien fidèle pour moi. Je vous embrasse, votre fille, Virginie de la Tour. Madame de la Tour a lu la lettre à haute voix et a donné les graines à Paul. Paul était très triste, car Virginie ne parlait pas de lui dans sa lettre. Elle m'a oublié. Elle ne m'aime plus. Mais en regardant la petite bourse dans laquelle les graines étaient enfermées, il s'est senti l'homme le plus heureux du monde. Sur cette bourse, Virginie avait brodé avec ses cheveux un P et un V entrelacés. Elle m'aime, et elle pense à moi. Comme je suis heureux! Paul a écrit une longue lettre à Virginie, puis il a semé avec amour les graines qu'elle lui avait envoyées. Paul était inquiet. Les gens qui voyageaient sur le bateau qui avait apporté la lettre de Virginie disaient que la jeune fille allait se marier. Et ils donnaient le nom du vieux gentilhomme qui allait l'épouser. D'autres disaient qu'elle était déjà mariée et qu'ils avaient assisté au mariage. 6 mois ont passé. Plusieurs bateaux sont arrivés de France, mais aucun n'a apporté de lettre de Virginie. Paul venait me voir très souvent et me racontait sa peine. « Je suis bien triste, » me disait-il. « Virginie est partie depuis plus de 2 ans et elle a envoyé une seule lettre. Elle est riche et je suis pauvre. Elle m'a sûrement oublié et elle a sûrement épousé ce riche gentilhomme dont tout le monde parle. » Et il se mettait à pleurer. D'autres fois, il pensait qu'elle n'avait pas écrit parce qu'elle allait revenir, et alors il devenait content. Il parlait de ce qu'il allait faire pour la recevoir, de la cabane qu'il allait construire et dans laquelle ils allaient vivre tous les deux quand elle serait sa femme. Et cette idée le rendait heureux. Mais la tristesse revenait bien vite. Je ne savais pas comment le consoler. « Lisez, Paul, un bon livre est un bon ami !» Mais Paul me répondait « Je n'avais pas besoin de lire quand Virginie était ici. Je ne savais pas lire, elle non plus. Mais quand elle me regardait en m'appelant « mon ami », mon chagrin disparaissait. » Un matin, au lever du jour, c'était le 24 décembre 1744, je m'en souviendrai toute ma vie. Paul a appris qu'un navire s'approchait de l'île et il a couru vers le port pour savoir s'il apportait des nouvelles de Virginie. Le bateau s'appelait le Saint-Gérand et il venait de France. Le commandant du Saint-Gérand a envoyé un matelot dans une barque pour annoncer son arrivée au gouverneur de l'île. « Nous arriverons dans le port demain dans l'après-midi, si le vent est favorable. » Le matelot a apporté aussi le courrier et il y avait une lettre de Virginie pour Madame de la Tour. Paul l'a prise, l'a portée à ses lèvres, puis a couru la donner à sa destinataire. Tout le monde s'est rassemblé autour de Madame de la Tour pour savoir ce que disait la lettre. « Ma chère maman, ma grand-tante a voulu me marier à ce vieux gentilhomme dont je vous ai parlé dans une lettre. Et comme j'ai refusé de l'épouser, elle m'a déshéritée. Je reviens donc chez nous, près de ceux que j'aime et qui m'aiment. Je ne pense qu'à vous revoir et à vous embrasser. Votre fille, Virginie. » « Virginie est sur le navire qui arrive !» s'est écriée toute la famille. Domingue et Marie ont pleuré de joie et ont embrassé Marguerite et Madame de la Tour.
Paul est venu me dire que Virginie était sur le bateau qui arrivait, et nous sommes allés tous les deux à Port-Louis. Nous n'étions pas encore arrivés quand j'ai entendu quelqu'un marcher derrière nous. C'était un esclave. On m'envoie au port pour avertir le gouverneur que le Saint-Gérant demande du secours. La mer est très agitée et il ne peut pas arriver jusqu'au port. Il faisait une chaleur étouffante et le ciel devenait de plus en plus noir. Les vagues, immenses et blanches, faisaient un bruit épouvantable en se brisant sur les rochers. Près du port, plusieurs habitants de l'île se sont rassemblés autour d'un grand feu. L'un d'eux a raconté que la mer était si mauvaise qu'on n'avait pu envoyer aucun bateau au secours du Saint-Gérant et que celui-ci était en grand danger. Nous avons passé toute la nuit avec eux. Vers 7 heures du matin, le gouverneur est arrivé, suivi d'un groupe de soldats, d'un grand nombre d'habitants et d'esclaves. Un habitant est venu vers nous et nous a dit « Toute la nuit, on a entendu des bruits sourds dans la montagne. Dans les bois, les feuilles des arbres remuaient et pourtant, il n'y avait pas de vent. Tout cela annonce l'arrivée d'un ouragan. » Les nuages étaient très noirs. L'air était rempli des cris des oiseaux qui fuyaient la mer et l'arrivée de l'ouragan. Vers 9 heures du matin, on a entendu des bruits épouvantables qui venaient de la mer. Un tourbillon de vent a fait disparaître la brume qui couvrait l'île et nous avons pu voir le Saint-Gérant. Tous les passagers et tous les matelots étaient sur le pont. La mer était tellement agitée que le Saint-Gérant ne pouvait ni arriver jusqu'au port, ni repartir en arrière. Le bateau se balançait dangereusement et plusieurs passagers se sont jetés à l'eau pour sauver leur vie. Paul a poussé un cri de douleur et s'est jeté dans la mer pour aller au secours de Virginie. « Je la sauverai ou je mourrai avec elle !» s'est-il écrié. On a vu alors une jeune demoiselle sur le pont du bateau, tendant les bras vers celui qui nageait pour la rejoindre. C'était Virginie. Elle avait reconnu Paul. Tous les matelots se sont jetés à la mer. Un seul est resté sur le bateau. Il était tout nu. Il s'est approché de Virginie avec respect, s'est jeté à genoux devant elle et a essayé de lui enlever ses longs vêtements qui l'empêcheraient de nager. Mais, sans le regarder, elle l'a repoussé avec dignité. Elle nous a fait un signe de la main, comme pour nous dire adieu. On a entendu des cris des gens qui s'adressaient aux matelots qui étaient à côté d'elle. « Sauvez-la! Ne l'abandonnez pas !» Nous étions remplis de douleur. À ce moment, une montagne d'eau s'est avancée vers le navire. Le matelot s'est jeté dans la mer, seul. Virginie, voyant la mort qui allait l'emporter, a posé une main sur ses vêtements, l'autre sur son cœur, et a levé les yeux au ciel. Puis elle a disparu dans la mer avec le bateau. « Cette digne demoiselle n'a pas voulu se déshabiller », nous a raconté plus tard le matelot qui avait essayé de la sauver. « Elle a préféré mourir. » Domingue et moi, nous avons retiré de la mer le malheureux Paul qui perdait du sang par la bouche et par les oreilles, et nous l'avons amené chez un médecin. Puis, nous sommes revenus au bord de la mer, et nous avons trouvé le corps de Virginie sur le rivage. Ses yeux étaient fermés, et son visage était paisible. Une de ses mains était sur ses habits, et l'autre, qu'elle appuyait sur son cœur, était refermée sur le portrait que lui avait donné Paul. Nous avons porté son corps dans une cabane de pêcheurs, car nous ne voulions pas que sa mère la voie couverte de sable. Pendant ce temps, Madame de la Tour et Marguerite attendaient en priant des nouvelles du navire. « Où est ma fille ?» m'a demandé Madame de la Tour lorsque je suis arrivé chez elle. Seul mon silence et mes larmes ont pu lui répondre. Elle a compris tout de suite qu'il était arrivé quelque chose de grave et elle s'est évanouie. « Où est mon fils ? Je ne le vois pas !» a demandé Marguerite en pleurant.
Je lui ai dit qu'il était vivant et qu'elle allait bientôt le voir. Le matin suivant, on a ramené Paul. Il avait repris connaissance, mais il était incapable de parler. Marguerite et Madame de la Tour se sont assises près de lui et l'ont embrassé. Le gouverneur m'a fait dire que le corps de Virginie avait été lavé et amené à l'église des Pamplemousses et qu'on pouvait maintenant aller la voir avant de l'enterrer. Le corps de Virginie était couvert de fleurs et tous les habitants de Port-Louis sont venus la voir une dernière fois. Tout le monde pleurait. Le lendemain, le gouverneur est allé voir Madame de la Tour. Il a essayé de la consoler. Lorsque j'ai insisté pour que vous envoyiez Virginie chez sa tante, je voulais seulement votre bonheur et celui de votre fille. Puis, se tournant vers Paul, il a ajouté « Partez en France, jeune homme. Je vous aiderai à trouver un travail, et pendant votre absence, je m'occuperai de votre mère et de Madame de la Tour. » Tout en disant cela, il a voulu prendre la main de Paul pour lui montrer son amitié. Mais Paul a tourné la tête et mis ses mains dans ses poches. Paul allait mieux de jour en jour, mais son chagrin augmentait. Son regard était très triste et il ne répondait rien à toutes les questions qu'on lui posait. « Mon fils, tant que je vous verrai, je croirai voir ma chère Virginie, » disait souvent Madame de la Tour à Paul. À ce nom de Virginie, Paul s'éloignait. Il partait dans le jardin qu'aimait beaucoup Virginie et il s'asseyait au pied du petit cocotier. Là, il pensait à son ami et pleurait en disant « Puisque Virginie est morte, je veux la rejoindre et mourir moi aussi. » J'essayais de le raisonner, mais c'était difficile. Un jour, je lui ai montré le petit portrait qu'il avait donné à Virginie et je lui ai dit que son amie était morte en le serrant contre son cœur. Il a pris ce portrait et l'a embrassé avec passion. Alors je lui ai dit « Vous avez perdu la plus douce des amies, celle qui allait être votre femme. Elle avait renoncé pour vous à une vie facile, pleine de plaisir, et avait préféré votre amour à la fortune. Virginie n'est plus là, mais il reste les personnes qu'elle a le plus aimées après vous, sa mère et la vôtre. Votre douleur les fera mourir de chagrin. » Je l'ai ramenée chez lui. Madame de la Tour et Marguerite pleuraient en silence. « Mon bon voisin, » m'a dit Marguerite, « cette nuit j'ai vu Virginie tout habillée de blanc. Elle se promenait dans un jardin magnifique et elle m'a dit qu'elle était très heureuse. Puis elle s'est approchée de Paul en riant et elle l'a emmené avec elle dans le ciel. Comme je voulais retenir mon fils, j'ai senti que je quittais moi aussi la terre et que je le suivais avec plaisir. J'ai voulu dire au revoir à mon amie et j'ai vu qu'elle nous suivait avec Marie et Domingue. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que Madame de la Tour a fait cette nuit le même rêve. »« Mon ami, » lui ai-je répondu, « je crois que les rêves annoncent quelquefois la vérité. » En effet, leur rêve s'est bientôt réalisé. Paul est mort 2 mois après sa chère Virginie, dont il prononçait sans cesse le nom. Marguerite, 8 jours après son fils. Domingue et Marie, quelques jours après Marguerite. Madame de la Tour a consolé Paul et Marguerite jusqu'au dernier moment. Après leur mort, elle m'a parlé d'eux tous les jours, jusqu'à sa propre mort, qui a eu lieu 1 mois plus tard.